Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui concerne les cellules et l'étude des cellules qu'on peut en faire à l'aide de microscopes. Alors, le concept de cellule date d'il y a un certain temps et a tout de même été développé à partir du XVIIe siècle avec l'apparition des tout premiers instruments de mesure. Le concept d'atome était déjà connu depuis l'Antiquité, du moins sous sa forme conceptuelle, pas vraiment d'observation ni de mesure. Forcément, on n'avait pas les outils techniques. C'est la même chose pour la cellule. Aux alentours des années 1660, on a commencé à inventer des premiers microscopes qui permettaient de grossir très légèrement avec un faible grossissement, une trentaine de fois les objets. On a observé différentes choses. Donc c'est Robert Hooke qui a, lui, pour le premier, utilisé le terme cellule en observant les petites chambres dans de l'écorce. Et puis d'autres sont venus après lui pour améliorer le concept de cellule et faire de meilleures observations, tels que von Leeuwenhoek, Schleiden, botaniste allemand, Schwann, exactement, aussi sur les animaux, donc un petit peu plus tard sur les cellules animales. Et ils sont arrivés à définir au niveau de la cellule des grands aspects tels que la cellule, c'est le plus petit constituant de tous les êtres vivants, c'est-à-dire que en termes de constitution, la cellule va être la brique fondamentale des êtres vivants, même si cette cellule est composée d'atomes, etc. On la considère comme la brique principale. Et toute cellule provient d'une autre cellule par reproduction. Il n'y a pas de création spontanée de cellules. Alors ces cellules sont relativement petites et il en existe plusieurs milliards dans le corps, plusieurs milliers de milliards dans le corps, et ces cellules sont regroupées en tissus, donc elles vont s'organiser différemment. On a par exemple le tissu musculaire qui est différent du tissu cérébral, donc les cellules qui le composent sont totalement différentes et sont liées à leur rôle, à leur fonction. Donc la structure des cellules et leur agencement sous forme de tissu va être lié aux fonctions des cellules. Alors pour observer ces cellules qui sont relativement petites, on va utiliser des instruments de mesure. Le microscope qui a été développé, on l'a vu depuis le XVIIe siècle, qui aujourd'hui a cette forme aussi conventionnelle. Donc c'est le microscope optique qui fonctionne avec de la lumière, ou photonique, c'est la même chose. Et ce microscope optique est caractérisé par l'utilisation d'un éclairage lumineux, produit de la lumière, et cette lumière va être envoyée par ici à travers un échantillon qu'on vient poser sur la platine. Cet échantillon se trouve sur une lame. Donc vous avez une lame en verre, une lame transparente. On vient placer l'échantillon généralement au centre et on couvre cet échantillon d'une lamelle couvre-objet. Alors l'échantillon que l'on doit choisir doit pouvoir être observable et observé, et pour pouvoir être observable, il faut que la lumière puisse passer au travers de l'échantillon. C'est pour ça qu'on appelle ça un microscope à transmission. La lumière doit pouvoir traverser l'échantillon, donc notre échantillon doit avoir une épaisseur très fine. On ne doit pas avoir un échantillon trop épais, sinon la lumière ne passe plus, on n'a aucun contraste, on ne voit absolument rien sur la préparation. Ensuite, la lumière passe dans le système optique, c'est-à-dire passe par un des différents objectifs, ici on a 3 représentés sur le schéma, passe ensuite dans le tube optique et l'oculaire. Alors l'objectif et l'oculaire sont 2 lentilles qui vont permettre de grossir relativement fortement les images. Généralement, on se retrouve avec un oculaire qui grossit 10 fois, et on va retrouver des objectifs qui peuvent grossir 4 fois, 40 fois, 100 fois, 10 fois. Il y a différents modèles. Voilà. Et pour trouver le grossissement du microscope, on multiplie les deux. Donc par exemple, 10 fois 4, si je place l'objectif 4 fois, me fera un grossissement de 40 fois. Donc on multiplie les grossissements de l'oculaire et de l'objectif pour avoir le grossissement total du microscope. Alors on règle la netteté en
tournant ici les boutons de réglage, les vis macrométriques et micrométriques. Alors les vis macrométriques, elles permettent de faire de grands mouvements de la platine, les vis micro de tout petits. Alors ce microscope nous permet d'avoir certaines informations encore de la structure de la cellule à sa forme générale, mais elle ne va pas très loin dans l'étude de la cellule, en particulier dans sa structure fine. Et en plus, le pouvoir de résolution est assez faible, comme on va voir sur les photographies qui suivent. Et dans ce cas-là, on peut utiliser un second type de microscope, qu'on appelle un microscope électronique, c'est celui-ci. Et le microscope électronique, à la différence de notre microscope optique, va utiliser non pas un faisceau de lumière, un rayon lumineux qui traverse l'échantillon, mais un faisceau d'électrons qui va venir traverser l'échantillon pour les microscopes électroniques à transmission, et on obtient alors une image beaucoup plus fine, beaucoup plus nette, et on peut atteindre des grossissements beaucoup plus importants. Alors il existe un troisième type de microscope électronique, qui est ce qu'on appelle un microscope électronique à balayage. Le microscope électronique à balayage permet d'avoir une information en 3 dimensions sur la cellule. Ça permet par exemple de savoir si la cellule est épaisse, est plate et courbée. Donc typiquement les globules rouges, quand on les observe au microscope classique, ça ressemble à ça, hein. Ça simplement une cellule ronde. Mais en fait, avec un microscope électronique à balayage, on se rend compte que la structure a une forme en 3 dimensions, comme celle-ci, hein, aplatie au centre. Donc on a un genre de beignet en fait, hein, donc une cellule aplatie sur le centre. Et ça ne peut se savoir qu'à l'aide d'un microscope à balayage. L'information sur la forme en 3 dimensions. Alors quand on observe dans un premier temps au microscope optique, eh bien on va pouvoir voir, comme on l'a dit tout à l'heure, la structure fondamentale, la structure de base des cellules. Et si je prends par exemple la première qui est une coupe de donc une cellule de l'épiderme de l'oignon, on a prélevé une écaille de l'oignon et on l'observe directement au microscope, on voit apparaître différentes structures qui sont des structures assez communes aux cellules qui sont des cellules végétales. On va retrouver à peu près les mêmes sur les cellules d'élodée qui sont en dessous, les cellules d'algues. On retrouve dans toute cellule un noyau, ici, là et là. On retrouve également une membrane, et si on regarde attentivement, il y a une première membrane ici, la voilà, et une seconde plus à l'intérieur qui est ici. Ces 2 membranes sont des caractéristiques des cellules végétales. Vous avez une paroi cellulosique qui est la plus à l'extérieur et une membrane cytoplasmique qui, elle, est à l'intérieur. Alors cette membrane cytoplasmique, comme son nom l'indique, cyto, c'est le préfixe définissant la cellule, et plasmique, corps façonné, le cytoplasme. Et donc c'est la membrane qui entoure et qui est juste en contact avec le cytoplasme. On va retrouver effectivement le cytoplasme à l'intérieur. Et au niveau de la cellule de l'épiderme d'oignon, on ne voit pas grand chose d'autre. Il n'y a pas beaucoup d'autres organites. On voit quelques petits points, hein, ici, voilà. Quelques petites choses à l'intérieur, mais sans plus. Au niveau de la cellule végétale, on va retrouver les mêmes structures. Le noyau qui, vous le voyez ici, n'est pas très facile à distinguer. On voit également les 2 membranes, hein, ici. Et il y a, voilà, des organites supplémentaires que j'entoure ici sur l'image. Les voilà, les organites supplémentaires qu'on ne retrouvait pas dans la cellule d'oignon. Ce sont des petits sacs qui contiennent un pigment vert. Ce pigment vert, c'est la chlorophylle. Et ces organites qui contiennent la chlorophylle, on va les nommer des chloro pour vert et plaste. Chloroplaste. Voilà. Alors dans cette cellule, c'est une cellule d'algue, on va retrouver des chloroplastes alors qu'on n'en retrouve pas dans la cellule de l'oignon. Tout simplement parce que la cellule de l'oignon ne va pas réaliser la photosynthèse à l'aide de la chlorophylle, tandis que la cellule d'algue, oui. On voit également ici une zone plus claire, ainsi qu'ici, qui sont des vacuoles. Voilà pour les caractéristiques fondamentales des cellules végétales. Autre type de cellule, une cellule de pomme de terre, où on voit encore nettement
toutes les doubles membranes, donc la membrane cytoplasmique et la paroi cellulosique. Et on voit des organites qui se trouvent ici, qui sont un peu plus gros, qui sont en fait des organites contenant de l'amidon, que l'on va nommer des amyloplastes. Amyloplastes. Amylo signifiant amidon. Ce sont des sacs de réserve d'amidon contenus en grande quantité dans la cellule de pomme de terre. Encore une fois, ici on ne retrouve pas de chloroplastes, puisque la cellule de pomme de terre ne va pas réaliser la photosynthèse. C'est la partie aérienne de la plante qui réalise la photosynthèse et non pas la pomme de terre. Pour la cellule animale, ici on l'a représentée déjà colorée, donc vous voyez qu'elle apparaît bleue, c'est un colorant qui permet de mettre en évidence les différents organites. On retrouve toujours le noyau, ici, bien visible. On retrouve une membrane, là, la membrane cytoplasmique. Remarquez qu'ici, il n'y a pas de paroi cellulosique. Et d'autres organites qui sont ici, que l'on ne peut pas encore identifier actuellement parce qu'avec le microscope optique, la résolution est telle qu'on ne fait pas vraiment la différence entre tous ces petits points. Il faut vraiment avoir un second type de microscope, le microscope optique, qui nous permettra d'aller beaucoup plus loin dans l'étude de ces cellules. Alors je vais revenir quelques instants sur la page précédente, la voici. J'ai oublié de mentionner cet aspect-là. On peut déterminer les dimensions d'une cellule à l'aide d'une photographie au microscope optique ou au microscope électronique et déterminer la taille réelle d'une cellule, ses dimensions, sa longueur, sa largeur, en mesurant la taille représentée sur la photographie et en divisant par le grossissement du microscope. Donc si par exemple ces cellules sont, les cellules d'oignon sont prises avec un grossissement 400 fois, eh bien il suffit de mesurer la longueur de la cellule sur la feuille et de diviser le résultat par 400 pour avoir la taille réelle de la cellule. Voilà qui conclut notre étude de la cellule au microscope optique.